tout le monde se met à jouer aux échecs. Chaque jour, plus de 20 millions de parties sont lancées dans le monde. Et sur internet, c'est un vrai raz-de-marée. Vous êtes peut-être déjà tombé sur les concepts d'Inoxtag, sur les formats courts assez bruyants du GOAT des échecs ou même sur les streams impressionnants du numéro 2 mondial. C'est simple, sur tous les réseaux, les échecs font des stats énormes. Bref, le mois dernier, j'ai fait 130 millions de vues. Le nombre de joueurs sur chess.com a doublé en seulement 3 ans pour atteindre les 200 millions en 2025. On est donc en train d'assister à une véritable renaissance des échecs. Sauf que non. C'est même tout l'inverse, en fait. Les influenceurs, agents du spectacle avec leurs concepts variés, leurs tournois innovants et leurs contenus addictifs, sont peut-être en train, sans le vouloir, de tuer le jeu. C'est cette idée qu'on va explorer dans cette vidéo, mais on va pas s'arrêter là. Parce que vous allez voir que le danger que courent les échecs dépasse largement le cadre des 64 cases. Donc si l'échiquier va constituer le point de départ de notre réflexion, il va surtout nous permettre de nous pencher sur un problème sociétal bien plus préoccupant. Depuis quelques années, de plus en plus de contenus d'échecs fleurissent sur Internet. Il y a des joueurs pros qui se mettent à streamer, d'excellents joueurs qui font du contenu pédagogique ou commentent les grands événements, et même des joueurs lambda qui partagent leurs parties de niveau amateur. Du divertissement et des concepts sont aussi créés autour des échecs, et des créateurs connus pour autre chose se mettent parfois à jouer et partager leur progression. La conséquence directe de tout ça, c'est une explosion de nouveaux joueurs sur les plateformes d'échecs en ligne, notamment en France, où ce nombre a plus que doublé en seulement 1 an. Alors au premier abord, on a envie de penser que c'est une bonne chose. Après tout, les échecs permettent de se créer un espace calme où travailler sa concentration, sa visualisation spatiale et plein d'autres thèmes qui vont du calcul pur et dur à la priorisation des tâches, en passant par la capacité décisionnelle et même la faculté à se relever de ses erreurs. Je veux dire que plus de gens jouent aux échecs au lieu de scroller inutilement des contenus verticaux ou jouer à des jeux mobiles abrutissants, ça paraît être une bonne nouvelle. Donc tous les moyens sont bons pour populariser ce jeu et le rendre de plus en plus attrayant. Non ? Eh bien en fait, c'est là que ça se complique et que j'aimerais qu'on réfléchisse un peu. Regardez cette position. C'est au blanc de jouer et il y a un seul coup qui permet de prendre un avantage décisif. Ce coup, c'est un de mes préférés. Il y en a sûrement plein d'autres des plus impressionnants dans l'histoire des échecs, mais celui-là, il m'est resté en tête, déjà parce que je suivais le tournoi dans lequel il s'est joué, mais surtout parce que je le trouve particulièrement beau. Ce coup, c'est cavalier D7. En gros, sauter avec son cheval en plein milieu des pièces adverses. On peut se faire capturer de 5 manières différentes, mais quel que soit le choix des noirs, ils sont complètement foutus. Ce coup, il est visuellement esthétique. Mais pour vraiment saisir entièrement sa beauté, il faut se plonger dans toutes les variantes, analyser les enchaînements possibles et comprendre les tenants et les aboutissants de la position. Bref, il faut prendre son temps. Et ça, j'ai pas envie de jouer au vieux con qui sort la tirade classique sur l'effondrement du temps d'attention, mais faut bien avouer que notre société moderne est pressée. Pressée dans ses déplacements, dans sa façon de travailler, dans ses consommations et aussi dans ses divertissements. On vit à la minute près. Tous les trajets sont optimisés, on klaxonne quand un mec prend trop son temps au feu rouge et on fait des scandales pour le moindre retard SNCF. Ça vous arrive d'écouter des messages vocaux de vos potes en x1,5 pour gagner du temps, non ? On saute d'un onglet à l'autre, d'un drama à l'autre, d'une envie à une autre. La vitesse des interactions a créé un nouveau temps qui est celui de l'instant perpétuel. Un présent constamment renouvelé, intraitable avec les pratiques contemplatives et les moments suspendus. L'ennui même devient suspect. On a à peine le temps de goûter à une idée qu'elle nous paraît déjà fade. Sans même la laisser infuser, on est déjà passé à la suivante. En fait, la valeur d'une chose se confond maintenant avec sa capacité à en interrompre une autre. Pour exister dans le bruit, il faut percer. Pour percer, il faut surprendre. Et quand la surprise se dégrade à la vitesse d'un scroll, il faut être efficace et surtout, original. Vous avez remarqué comme tout se transforme en concept de nos jours ? Il ne suffit plus d'ouvrir un café, il faut un café immersif, un café éco-responsable, un café expérientiel même. Un café où on vous explique pourquoi votre matcha latte symbolise la réconciliation de l'homme avec la nature. Cette manie de tout conceptualiser se décline partout. Les musées deviennent interactifs, la prière se transforme en une retraite bien-être, la randonnée devient une expérience outdoor, et même les relations amoureuses se déclinent en appli à algorithme prédictif. En fait, on veut absolument éviter de répéter ce qui se faisait avant, même si ça avait du sens. On se sent obligé de réinventer, de dépoussiérer, de réactualiser. Comme si la modernité ne supportait pas la continuité. Comme si elle devait prouver, chaque jour, qu'elle est unique. Et depuis quelque temps, les échecs se sont fait complètement aspirer par cette tendance. Sur Twitch, sur YouTube, sur TikTok, il faut aller vite.
Il faut du drama, des réactions et les fameux concepts novateurs. Le clip parfait, c'est une gaffe monumentale ou une tactique brillante jouée en 10 secondes chrono. Les créateurs font des défis absurdes et des vidéos avec des célébrités pour attirer le plus de clics possible. Même Magnus Carlsen, le meilleur joueur du monde, veut révolutionner le jeu qui lui a pourtant permis d'accéder au succès. Il a lancé son circuit Freestyle Chess à grands coups de millions d'euros et il a adopté le langage marketing classique. Des invitations filtrées, un casting d'influenceurs pour faire parler sur les réseaux et un dress code coloré pour donner une image originale. L'échiquier devient un décor, une mise en scène qui se doit d'être spectaculaire. Même si c'est pas très spectaculaire. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut ressentir les mêmes émotions devant un jeu d'échecs que devant un match de foot? Est-ce qu'on peut hurler? Est-ce qu'il y a des holas dans le public? Enfin, non, c'est pas le même rapport au spectacle quand même. Cette volonté de tout transformer en représentation est un phénomène qui est parfaitement décrit par Guy Debord dans son livre « La société du spectacle ». Alors attention, parce que quand je dis parfaitement décrit, je me base autant sur les commentaires autour de cette œuvre que sur ma propre compréhension de celle-ci. Parce qu'il faut bien avouer que Guy Debord nous facilite pas la tâche dans son bouquin. Il s'exprime sous forme de petits paragraphes très denses, presque des aphorismes, qui contiennent de nombreuses références, parfois inaccessibles, avec des tournures souvent alambiquées et des termes tellement précis que ça s'apparente presque à du jargon technique. Tout ça rend le propos assez cryptique, il faut le dire, et sans certains commentaires ou éclaircissements, on peut passer complètement à côté de certaines idées. J'avoue que j'ai un peu de mal avec ce genre d'essais jargonnants qui se pavanent parfois dans l'intellectualisation à outrance au détriment de la compréhension générale. Mais pour le coup, la société du spectacle a un fil rouge très clair qui permet d'en saisir le sens sans forcément en comprendre toutes les nuances. Le livre reste relativement accessible de par sa longueur raisonnable et sa structure très cadrée. Bon, en gros, toute la réflexion de l'auteur s'articule autour d'un concept principal, le spectacle. Pour Debord, il s'agit d'une condition sociale. Le spectacle, c'est la forme que prend la société quand l'image prend le pas sur l'expérience. C'est-à-dire quand on n'entre plus en relation avec les choses et les personnes de manière directe, on y entre par leur représentation. En d'autres termes, on éprouve la vie à travers des couches d'images, de filtres et de mise en scène. Le spectacle, c'est l'écran entre nous et le monde. Parfois littéralement, de plus en plus d'ailleurs avec les smartphones et l'espace virtuel, mais surtout symboliquement. Tout devient apparence, représentation et superficialité. Les spectateurs, c'est-à-dire nous, sommes maintenus dans un état de passivité qui s'auto-entretient et qu'on en vient même à apprécier. Cette illusion n'a qu'un seul but, la consommation. C'est là tout le concept de fétichisme de la marchandise que Debord reprend des travaux de Marx. C'est-à-dire qu'on ne voit plus la marchandise pour sa seule utilité, mais pour son potentiel commercial ou statutaire. Les produits deviennent des sortes d'objets dotés de pouvoirs magiques, d'une aura, comme on dit maintenant, qu'on n'achète pas pour ce qu'ils font, mais pour ce qu'ils représentent. Voire même, à un état plus avancé, pour ce que représente l'acte d'achat en lui-même. Dans le monde du spectacle, cette logique s'étend des objets, aux idées, aux événements, aux relations, aux émotions même. Tous sont valorisés selon leur capacité à circuler dans l'esprit des gens, à produire des images, et donc à susciter le désir de consommation. Alors le fétichisme de la marchandise ne concerne plus seulement les choses matérielles, il s'étend à absolument tout. Tout devient produit pour satisfaire l'appétit insatiable des rêveurs, convaincus par l'illusion que le bonheur se trouve dans la consommation. Cette dimension de spectacle, elle gangrène de plus en plus de secteurs. On a parlé des échecs, mais je suis persuadé que vous constatez la même évolution dans des domaines qui vous tiennent à cœur. Des activités, des intérêts, des passions qui se transforment petit à petit pour devenir des objets de commerce. Allez, j'ai un autre petit exemple pour vous. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à mettre le vôtre en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Moi, je suis fan de tennis depuis très longtemps, et chaque année, je constate, un peu tristement, je l'avoue, l'évolution de la représentation de ce sport. De la musique à chaque changement de côté, des entrées de joueurs scénarisées, la disparition des 2 jeux d'écart au 5e set des grands chelems, la destruction de la Coupe Davis, l'apparition de tournois à concept comme la Laver Cup ou le circuit UTS de Mouratoglou et ses règles dignes d'une télé-réalité. Bref, tout est fait pour réduire le temps de jeu, pour attirer l'attention et pour combattre à tout prix la moindre seconde de non-stimulation du spectateur. Le but affiché, là encore, comme aux échecs, c'est de donner une seconde vie à ce sport. Dépoussiérer la pratique, la rendre cool et dynamique et attirer un public plus jeune. Mais ça, en fait, quand on y réfléchit, c'est vraiment prendre les gens pour des abrutis. Vouloir absolument rendre tout accessible,
en simplifiant, en vulgarisant à outrance et en écourtant tous les formats, c'est quand même vachement condescendant. Comme si la masse était trop bête pour apprécier la profondeur, trop lente pour supporter une quelconque complexité et trop impatiente pour endurer le moindre temps mort. Alors on nous fabrique des versions édulcorées, simplifiées, digestes, pour que nous, humbles mortels, puissions accéder au plaisir malgré notre indigence. En fait, on nous prend pour des enfants. Tout ce système de spectacle, ce n'est rien d'autre que du mépris généralisé envers la population. Et l'ironie ultime, c'est que tout le monde applaudit. Même pire, on célèbre tous ces concepts et ces initiatives de simplification en faisant l'éloge de leur caractère inclusif et accessible. Ce besoin absolu de réinventer chaque pratique s'inscrit dans une logique évidente. Autant du spectacle, la nouveauté est la seule valeur stable. C'est le chemin le plus rapide vers le profit. Donc il convient d'entretenir un effet d'annonce permanent. L'originalité devient alors une posture. On annonce qu'on dépoussière une pratique pour masquer le fait qu'en réalité, on ne fait que la maquiller. On annonce qu'on révolutionne un sport ou un jeu pour ne pas dire qu'on fait un replacement marketing. Pour que le système perdure, il a besoin d'une foule d'enfants qui parcourent fébrilement le catalogue de Noël à la recherche de jouets flambant neufs. Et qu'est-ce qu'on a de la chance? Dans la société du spectacle, c'est Noël tous les jours. Bon, là, je sais que certains d'entre vous vont me dire que j'exagère. Et oui, si on en revient au sujet des échecs, c'est grâce à ce fameux spectacle que des millions de gens ont pu découvrir ce jeu. Ça, c'est indéniable. Tous ces concepts et ces contenus spectaculaires, c'est ça qui leur a ouvert la porte d'un tout nouvel univers. Mais le problème, c'est pas l'ouverture de la porte. Le problème, c'est quand la porte remplace l'édifice tout entier. Si tout ce que l'on voit des échecs, c'est leur version spectaculaire, alors on croit connaître un lieu qu'on n'a jamais vraiment visité. Parce que, ouais, mais complètement. Ouais. Au final, qu'est-ce que tu as envie de voir? T'as envie que les échecs, ça devienne quoi? Ça devienne les sœurs Bottez qui font des blitz? Ouais. C'est ça qu'on veut. Enfin, tu vois. En fait, il faut bien comprendre quelque chose. Les échecs ont toujours été là, à portée de main. Il y a des très bons joueurs ou anciens professionnels qui créent du contenu pédagogique depuis longtemps, qui apprennent le jeu aux débutants, voire même qui donnent des cours. Il y a des créateurs qui commentent et analysent en profondeur les parties des tournois de haut niveau dans lesquels s'affrontent les meilleurs joueurs du monde. Alors ouais, c'est moins divertissant, c'est un peu plus exigeant à suivre et ça a pas le même goût sucré que regarder les soirées échecs d'Inoxtag dans des décors exceptionnels. Ça, je vous l'accorde largement. Mais au moins, ce sont des échecs. Des vrais échecs. Et là, je sais, cette simple phrase, elle est risquée. Elle est risquée parce qu'elle peut être considérée comme élitiste. Et Dieu sait que notre modernité déteste l'élitisme. En fait, la société du spectacle ne peut tout simplement pas le concevoir. L'élitisme, par définition, c'est fermer des portes. C'est barrer des pratiques à des pans entiers de la population. C'est se priver de millions de spectateurs et donc de potentiels consommateurs. En conséquence, le mot a été abîmé. Quand on entend élitisme, on pense à une certaine forme d'injustice, voire même de mépris social. Pourtant, à la base, ça a surtout le sens d'une culture d'exigence et une relation intime avec la difficulté. Certaines pratiques demandent du temps, de l'effort, de la patience, et c'est précisément ça qui leur donne leur valeur. Les échecs, comme la poésie, la musique classique ou les mathématiques, imposent un seuil d'entrée. De l'entraînement, de la répétition, de l'adaptation et des compétences en tout genre. Mais ce seuil n'est pas un mur, c'est un escalier. C'est-à-dire qu'il faut gravir chaque marche, à force de travail et de compréhension, pour pouvoir accéder pleinement au plaisir d'une pratique dans son entièreté. Finalement, l'élitisme peut dévoiler une certaine forme de beauté. Et je comprends que ce soit vraiment pas évident à entendre. Parce qu'on est tous plus ou moins désabusés en ce qui concerne le fait de s'élever par le travail à la sueur de son front, la méritocratie en quelque sorte. On sent que ça fait partie de l'illusion générale, que c'est un artifice du spectacle pour qu'il continue sa représentation en jetant quelques miettes aux spectateurs. On a tous cette impression désagréable que la réussite, que ce soit dans la vie ou dans une discipline particulière, n'est plus vraiment proportionnelle à l'effort produit. On ne se hisse plus par le travail, on s'extrait du flux par hasard ou par maîtrise des codes du spectacle. Et c'est précisément de ce sentiment que commence la volonté de moderniser les pratiques en les rendant accessibles. Malheureusement, en faisant ça, je ne pense pas qu'on démocratise les pratiques. Je pense plutôt qu'on les dilue. On en fabrique de substitutions, qui ressemblent un peu aux originales, mais vides de sens. Alors, c'est dur de l'admettre à l'ère du tout pour tous, mais l'universalité ne vient pas de la suppression de l'effort. Elle vient de la possibilité donnée à chacun de l'entreprendre. Démocratiser, vraiment démocratiser, c'est ouvrir l'accès à l'exigence. Et nous, ce qu'on fait,
c'est baisser l'exigence pour simuler l'accès. Aux échecs, c'est exactement ce qui se passe quand on multiplie les variantes fun, qu'on change les règles et qu'on mixe des disciplines pour transformer l'échiquier en une sorte de parc d'attractions. Alors bien sûr, je dis pas que ça devrait être interdit. On peut jouer au chessboxing, on peut faire des tournois en costume, on peut inviter des créateurs à s'affronter entre eux dans des parties de bas niveau, y a pas de problème. Moi-même, il y a pas si longtemps, j'ai participé à une vidéo concept sur la chaîne de luxe, et même à la backup de Blitzstream. Mais qu'on sache bien ce qu'on est en train de faire dans ces moments-là. On est en train de fabriquer un produit. On ne dépoussière pas un jeu, on l'habille autrement pour le faire circuler. La poussière qu'on veut chasser, c'est pas vraiment de la poussière, elle fait partie des échecs, de son histoire et de son fonctionnement. Si la mise en scène remplace la chose en elle-même, alors le jeu se vide de sa substance. On se retrouve avec des millions de nouveaux joueurs qui ne joueront jamais vraiment. On aura gagné des chiffres, certes, mais perdu la pratique au profit d'une illusion, d'un spectacle. Et je vais être tout à fait honnête, je participe moi-même directement à tout ça. Mon travail alimente ce système spectaculaire. Je prends des œuvres de littérature, parfois difficiles, et je fais mon possible pour les relier à des sujets accessibles. Je mets Camus, Proust, Dostoïevski en dialogue avec des séries Netflix ou des tendances TikTok. J'optimise mes scripts pour qu'ils donnent envie d'être écoutés et qu'ils soient compréhensibles par tout le monde. J'adopte une approche et un emballage qui donnent envie de cliquer. En fait, une partie de cette réflexion est née de ma vidéo sur Nolan et Luis Borges. Pour susciter l'intérêt, j'ai choisi d'aborder le sujet sous l'angle du plagiat, comme si Nolan avait plagié ses films, alors que, bien évidemment, il s'est seulement inspiré de l'œuvre de Borges. Mais je suis même allé plus loin que ça. Sur la miniature, je voulais indiquer le terme de plagiaire pour attirer l'attention. Sauf que, rapidement, je me suis rendu compte que c'est un mot assez peu connu. Et quand je demandais autour de moi comment est-ce qu'on appelle quelqu'un qui plagie, on me répondait un plagieur. Donc, dans cette optique d'être compris par le plus de monde possible, j'ai fait une faute délibérée sur la miniature de ma vidéo. C'est quand même un comble pour un mec qui parle de littérature. Et c'est là que je me suis demandé si j'étais pas moi-même un agent du spectacle. Tous ces grands textes que j'admire et que je veux donner envie de lire, est-ce que je serais pas en train de les vider de leur substance en les modernisant ? Est-ce que je ne reproduis pas, avec mes vidéos, exactement ce que font les influenceurs avec les échecs ? Peut-être bien que oui. En fait, personne n'échappe au spectacle. Et c'est là l'idée la plus vertigineuse de Guy Debord dans son livre. C'est ce qu'il appelle la récupération. En gros, c'est la capacité du spectacle à absorber tout ce qu'il critique. Chaque geste de résistance, chaque parole contestataire, toutes les tentatives mises en place pour échapper au système finissent, tôt ou tard, transformées en produits. Des idées digérées, recyclées puis remises en circulation sous une forme inoffensive pour le système. La société spectaculaire ne peut pas être combattue parce qu'elle intègre ses ennemis directement dans son discours. Et c'est là sa plus grande force. On commence par dénoncer la marchandisation du monde et on finit par vendre des t-shirts Che Guevara à 45 €. On critique le capitalisme avec des autocollants collés sur notre MacBook depuis le Wi-Fi d'un Starbucks. On critique la société de consommation par le biais d'un film qui fait des millions au box-office et génère des tas de produits dérivés. Right. We are consumers. We are byproducts of a lifestyle obsession. Toute pensée disruptive devient une marchandise. C'est même encore plus insidieux, plus une idée est subversive, plus elle a du potentiel marketing. Le spectacle adore les rebelles. C'est tellement facile de les transformer en images. Il suffit de vider leur révolte de son sens pour n'en garder que l'esthétique. La colère devient un produit, la différence une marchandise, et on arrive même à vendre la nostalgie de ce qu'on a détruit. Le spectacle n'est plus seulement une manière de consommer, c'est devenu notre manière de vivre. Nous sommes tous pris dans cette logique de nouveauté permanente où chaque chose doit être réinventée. On croit redonner vie aux échecs alors qu'on les travestit. On croit démocratiser la littérature alors qu'on la réduit à quelques analyses vidéo sur YouTube. On croit libérer les masses alors qu'on les enferme dans un simulacre. Et là, on atteint l'étape finale du spectacle, le moment où chaque individu se retrouve à jouer le rôle de son propre agent marketing. On commence à choisir nos opinions comme si on élaborait une stratégie de communication. On trie nos photos comme si on soignait une vitrine. Notre existence tout entière devient une performance. L'aliénation sociale est poussée à un tel point qu'elle nous force à nous comporter nous-mêmes comme des produits. Le spectacle, pour chaque personne, se matérialise donc dans ce reniement permanent de son humanité au profit de sa valeur. On essaye de devenir marchandise pour complaire à un monde qui, désormais, ne reconnaît plus rien d'autre.
Finalement, à vouloir tout rendre accessible, est-ce qu'on serait pas en train de tout perdre ?